Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Voici la présentation pour la semaine du 28 mars 2016. Donc commençons maintenant. Nous allons toucher certains sujets, notamment les attentats terroristes en Belgique. Nous allons lire une déclaration du mouvement Agora Erasmus, un mouvement, en fait l'extension belge du mouvement de Lyndon LaRouche. Et par la suite, nous allons discuter justement de cette question de quoi faire pour se sortir de la crise économique le plus vite possible. Donc, le texte que je vais vous lire a été publié récemment sur le site de Agora Erasmus, mouvement belge, mouvement associé avec M. Lyndon LaRouche. Il ne s'agit pas ici simplement de condamner les acteurs de cette attaque sordide, mais c'est aussi en fait de déclarer qu'il faut renouveler avec un certain sens d'urgence face à la nécessité de travailler avec tous les pays possibles, que ce soit la Russie ou les États-Unis, afin de détruire le terrorisme en soi, le terrorisme comme État islamique, et de détruire en fait les causes du terrorisme une fois pour toutes. Donc le titre de la lettre est être ferme et cohérent contre les terroristes et leurs sponsors. Donc une déclaration qui date du 27 mars, qui date du 22 mars 2016. Donc une déclaration qui va comme suit. Aujourd'hui, Bruxelles pleure. En cette journée tragique, nos pensées et notre solidarité vont bien entendu aux victimes, leurs familles et leurs proches. Nous apportons tout notre soutien aux secouristes, aux forces de l'ordre, aux services de sécurité, aux autorités gouvernementales et à tous les simples citoyens qui ont fait preuve de sang-froid et de solidarité dans cette horrible épreuve. Cependant, nous appelons le gouvernement belge à tirer toutes les leçons de ces attentats en s'attaquant fermement aux sponsors et aux réseaux qui parrainent cette barbarie. Il y a d'abord le rôle, depuis des décennies, de l'Arabie saoudite et du Qatar dans la diffusion des idéologies wahhabites et salafistes et le financement en sous-main d'organisations terroristes qui sont bien connues, mais sur lesquelles le gouvernement belge, aux côtés du vrai gouvernement américain, britannique et français, continue de fermer les yeux et parfois, il est vrai, leur offre même des distinctions honorifiques. Puis, il y a la complicité de la Turquie, un pays membre de l'OTAN, dont le siège est chez nous, avec Daesh. Alors qu'Erdogan et sa famille lui achètent son pétrole et lui fournissent armes et équipements, l'Union européenne se soumet au désir de la Turquie en échangeant ses réfugiés et en lui offrant des milliards d'euros. Enfin, il y a le financement du terrorisme, qui serait impossible sans les facilités bancaires des paradis fiscaux offertes par la City de Londres et de Wall Street, comme cela a déjà été constaté par un rapport parlementaire américain dans le cas de la banque britannique HSBC. Chez nous, une commission d'enquête sur les sources de financement du terrorisme, si elle faisait réellement son travail, arriverait rapidement à la conclusion qu'une mise en faillite ordonnée par l'adoption d'une loi de séparation bancaire sur le modèle du Glass-Steagall Act américain serait une excellente arme dans la guerre au terrorisme. Au-delà de ces trois mesures concrètes, c'est d'orientation générale dont nous devons changer. Car les monstres qui nous frappent aujourd'hui sont les mêmes que les dirigeants occidentaux ont promus hier dans un jeu de domination géopolitique contre la Russie et la Chine. Car c'est bien les guerres de l'OTAN qui ont créé non seulement le terreau sur lequel a poussé les fleurs du mal terroriste, mais aussi le chaos migratoire actuel. Ainsi, ce à quoi nous avons participé hier, volontairement ou par notre soumission, nous revient aujourd'hui comme un boomerang en pleine figure. Au lieu de chercher l'affrontement, les pays membres de l'OTAN et la Belgique ont désormais tout à gagner d'une détente, d'une entente et d'une coopération avec la Russie de Poutine, jusqu'ici le seul homme d'État obéissant à des principes et réellement engagé à déraciner Daesh. Approfondissons également notre coopération avec la Chine, avec qui nous célébrons 45 années de très bonnes relations et qui œuvre pour le développement mutuel avec son projet de nouvelle route de la soie.
car seul le développement économique qui crée des meilleures conditions de vie et les échanges culturels entre les peuples permettront d'éliminer pour de vrai la menace qui a frappé Bruxelles aujourd'hui. Donc maintenant, il faut regarder évidemment le contexte qui a mené à ces attaques. Nous avons parlé évidemment du danger du terrorisme ici avec le mouvement Larouche depuis déjà évidemment des décennies. Donc il faut évidemment étudier le contexte dans lequel ces attaques ont été menées. On se rappelle tous les événements terroristes à Paris, ceux de Charlie Hebdo en 2015, janvier 2015, et ceux de novembre 2015 aussi. Donc à ce moment-là, je pense que beaucoup de gens ont commencé à faire le lien comme quoi nous devions non seulement combattre le terrorisme en Syrie ou dans le Proche-Orient, mais de le combattre à la source. Car le terrorisme ne se limite pas aux frontières, évidemment. On a une espèce de machine terroriste qui est financée et appuyée et qui vise en fait à déstabiliser tout pays qui veut tenter de changer le système actuel. Donc on se rappelle que le 7 janvier 2015, à la même journée des attentats de Paris contre Charlie Hebdo, nous avions aux États-Unis le sénateur Bob Graham, en fait un ancien sénateur qui est en charge en fait d'une investigation du 11 septembre. Et à ce moment-là, à cette journée fatidique, M. Graham avait dévoilé que si nous avions aux États-Unis dévoilé les 28 pages du rapport sur le 11 septembre qui a été produit par le gouvernement américain, et qui en fait un 28 pages qui traite du financement et de l'approbation en logistique des différents réseaux terroristes qui ont créé le 11 septembre, donc incluant le gouvernement saoudien et des membres de la famille royale saoudienne. Donc, avec la publication de ces 28 pages-là, nous aurions pu éviter les attentats de Paris, de Charlie Hebdo et en fait tous ceux qui ont suivi par la suite. Donc, le fait que l'administration Bush Junior et l'administration Obama ont tout fait pour cacher ces 28 pages et empêcher leur publication nous donne un sens justement en fait du rôle, l'influence du gouvernement saoudien et des familles royales saoudiennes sur les États-Unis et cet appui tacite du terrorisme autant par les États-Unis que l'Angleterre et évidemment l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc, une chose très importante à garder en tête, de plus, dans la lettre que je viens de vous lire de Agora Erasmus, on parle évidemment d'un changement de paradigme. Donc, c'est pas simplement une guerre contre un groupe, c'est de changer le paradigme politique dans lequel nous sommes. Changer complètement l'orientation politique. Et ce qui va dans le même sens, c'est la récente association du secrétaire d'État américain John Kerry avec le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. Donc, ils sont en train de mener un processus de paix en Syrie. On sait maintenant, on a entendu parler récemment que la Russie s'est même retirée de la Syrie et a demandé justement qu'il y ait une accélération du processus diplomatique pour assurer la paix et faire en sorte que le terrorisme ne revienne pas. Donc, évidemment, cette sortie russe de la Syrie a surpris beaucoup de gens. On est habitué à voir les États-Unis rester en Irak ou en Afghanistan depuis plus d'une décennie. Donc, ça a surpris beaucoup de gens, mais c'était une action très très stratégique visant à encourager le processus de paix et à accélérer en fait ce processus-là pour qu'on aboutisse finalement à une paix stable. Donc, nous sommes dans la bonne direction en fait dans la bataille contre le terrorisme et dans le rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Et aussi, évidemment, il est question de collaboration avec la Chine. Donc, d'amener les États-Unis, l'Union européenne à travailler avec la Chine. Et en fait, quelque chose qui a été mis de l'avant par Mme Helga Zepp-Larouche, la dirigeante de l'Institut Schiller à l'échelle internationale. Donc, une idée qu'elle met de l'avant depuis déjà très longtemps. Elle a fait plusieurs voyages, notamment un voyage en Inde, où elle a réussi à parler, en fait, à discuter à un forum, le dialogue Raisina,
auquel on avait là, environ plus de 600 personnes d'une centaine de pays, et durant lesquels elle a parlé justement de la nécessité de la route de la soie. Par la suite, plus récemment, on a eu au 23e jour de mars une conférence à Francfort, une conférence organisée par Executive Intelligence Review, où on a encore réitéré la question de la route de la soie. C'était vraiment une conférence, on va en discuter un peu plus, mais il y avait une très grande présence diplomatique et politique des gens de l'Éthiopie, de l'Italie, etc. Donc on va en parler un petit peu plus tard. Et aussi, en fait, on a discuté de la nécessité de réinsérer de l'optimisme pour, en fait, arrêter le danger de guerre mondiale. Donc l'espèce de nonchalance de la population qui est due non pas à un manque de faits. Les gens sont au courant que la guerre frappe partout, mais il faut briser ce pessimisme qui dit qu'on ne peut pas résoudre les problèmes. Et c'est justement ce pessimisme-là qu'on a attaqué récemment à une conférence, en fait, ou un périple plutôt, d'une semaine mené par notre collaborateur Hussein Askari, qui est domicilié en Suède et qui a fait un voyage d'environ une semaine en Égypte, rencontré plusieurs diplomates, notamment le ministre des Transports de l'Égypte et aussi le directeur de l'autorité du canal de Suez, donc des gens d'une très grande importance. Et M. Askari était là en fait pour lancer la version arabe du rapport sur la nouvelle route de la soie créée par le mouvement Larouche il y a de ça environ 2 ans. Donc évidemment, toutes ces conférences-là sont des interventions hyper importantes. C'est vraiment ce genre de conférences-là qui permettent d'orienter la politique internationale. Donc, et ce qui s'est passé en Allemagne récemment, comme ce qui s'est passé en Égypte, sont des événements en fait qui devraient donner un sens aux gens que les choses peuvent changer si on donne l'effort nécessaire. Évidemment, si on fait simplement regarder, rien ne pourra se passer. Et en fait, M. Askari, lors de sa présentation, non pas en Égypte, mais à Francfort, où il était présent aussi, il a expliqué que pendant la conférence de Francfort, nous avions aussi une conférence au Yémen. Donc le Yémen maintenant qui est frappé durement par le militaire de l'Arabie Saoudite, malgré le fait que le Yémen, en fait, réussissait à repousser le terrorisme de l'État islamique, qui est dans cette région-là aussi. Donc l'Arabie Saoudite est en train de tout détruire, mais malgré ça, on retrouve cet optimisme où en fait, on veut changer le futur. Les temps sont durs maintenant, mais on veut que l'avenir soit vraiment une bonne situation. Et évidemment, donc voilà pour le Yémen. On parle de différents panélistes aussi à cette conférence, notamment le consul général de l'Éthiopie en Allemagne, qui lui a parlé du développement de sa nation et des 800 000 réfugiés qui ont maintenant été déplacés en Éthiopie récemment. Et heureusement, l'Éthiopie travaille pour son développement économique, notamment avec le projet du barrage du Millennium et d'autres projets de développement d'infrastructures. Aussi 2 panélistes de l'Italie, Marcello Vinci et Andrea Mongano, qui ont parlé du projet Transaqua, qui est en fait un projet pour recréer le lac Tchad en Afrique, donc directement au centre de l'Afrique, et d'utiliser ce nouveau lac en fait comme étant un stimulant, une stimulation de l'économie industrielle et agricole dans la région. Donc pas seulement le lac Tchad, mais aussi les nations environnantes. Nous avions aussi Ulf Sandmark, qui lui est un de nos membres toujours de la Suède et qui a fait plusieurs voyages récemment en Syrie durant les dernières années, en fait, ce qui a mené à la création de la proposition Phoenix, qui est en fait un projet de développement pour la Syrie. Donc M. Sandmark a rencontré à travers les années plusieurs dirigeants syriens et on a réussi à créer justement un plan de développement qui peut être mis en place avec la collaboration par exemple de nations comme la Chine et évidemment les régions environnantes de la Syrie. Madame Larouche, dans sa présentation à Francfort, a en fait posé la question à savoir si nous sommes moralement capables de survivre.
puisque la crise auquel nous font face est si grave, et la réponse à cette crise-là se fait attendre, la question se pose, est-ce que moralement, nous sommes prêts à survivre? Donc, elle a parlé évidemment des récents événements en Belgique, et elle disait que la terreur, en fait, le terrorisme et la terreur peuvent affecter tout le monde. Donc, il faut toujours garder en tête, on a eu les attentats en Belgique, à Paris, donc ce sont des attentats qui ont évidemment attiré l'attention de tous les médias, mais au même moment où on a eu les attentats en Belgique, on a aussi eu l'Arabie Saoudite qui a bombardé un marché au Yémen, tuant 120 personnes, incluant 20 enfants et 80 personnes de blessés. Donc il faut aller à la source du terrorisme. C'est pas en attaquant un simple groupe dans une certaine région géographique qu'on va résoudre le problème. Donc la première chose à faire, c'est pour les États-Unis de déclassifier les 28 pages du rapport sur le 11 septembre pour dévoiler le rôle de l'Arabie Saoudite une fois pour toutes et aussi pointer du doigt et en fait découvrir les autres acteurs, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, qui ont travaillé dans cette même lignée visant en fait non pas simplement attaquer les États-Unis, mais en fait amener les États-Unis dans une guerre sempiternelle contre le monde musulman. Donc voilà pour la question du terrorisme. Cependant, évidemment, pour toute solution, il faut chercher une coopération avec les nations environnantes. Donc, avec une coopération avec la Turquie, est-ce que c'est possible? Bien, si on ne se débarrasse pas du président dictatorial là-bas, évidemment, ça sera très difficile. Le président Erdogan, qui tente en fait de bloquer les immigrants d'arriver en Turquie et demande même des sommes astronomiques à l'Union européenne pour ce faire. Donc, on se pose une question à savoir où se trouve l'humanité maintenant. Où est-ce que l'humanité s'en va et est-ce qu'il existe un potentiel pour résoudre ces problèmes-là? Et Mme Larouche dit que oui, et pour ce faire, il faut regarder ce que la Chine est en train de faire. Donc la Chine, qui est une nation qui, dans les dernières générations, dans les 2 dernières générations, a réussi à soulever de la pauvreté 900 millions de personnes. Et en fait, dans leur prochain programme de 5 ans, la Chine veut en fait éliminer la pauvreté en Chine totalement. Donc une énorme entreprise et par le même aussi d'éliminer la pauvreté à travers le monde d'ici 2025. Donc évidemment, là, on est loin des petits projets d'infrastructure à 50 millions de dollars que nos gouvernements essaient de faire ici dans la zone transatlantique. On est vraiment dans un changement de paradigme. Et la Chine le dit à plusieurs fois, sa politique de une ceinture, une route, sa politique de la nouvelle route de la soie, c'est une politique qui est ouverte à tous. Et en fait, c'est la politique qui avait été façonnée par le mouvement Larouche et qui a été défendue par le mouvement Larouche, et ce depuis environ une vingtaine d'années. Aujourd'hui, cette proposition de M. Larouche est la politique chinoise. Donc la politique chinoise, c'est de se détacher du simple travail manuel pour en arriver justement à un travail scientifique. Donc l'expression fabriquée en Chine est si on veut, symboliquement remplacée par l'expression créée en Chine. Donc on ne fait pas simplement faire des petits objets de cheap labor, donc fabriqués en Chine, mais on dit qu'on va créer de nouvelles choses, de nouvelles technologies en Chine. Et la meilleure preuve de ça, la preuve de cette intention-là, c'est évidemment le programme spatial chinois. Un programme qui, en fait, est en marche depuis déjà plusieurs décennies et récemment, on a eu de très grandes percées par la Chine. Et la Chine ne tente pas simplement de refaire ce qui a été fait, mais elle fait quelque chose de nouveau. Et c'est ça que représente tout récemment la volonté du gouvernement chinois d'aller sur la face cachée de la Lune d'ici 2018. Donc un exploit qui n'a été fait par personne jusqu'à maintenant et qui donnerait en fait une nouvelle perspective de la galaxie, donc une nouvelle position pour voir les étoiles, mais aussi
une meilleure compréhension de la Lune et de ce qui se retrouve sur la Lune, notamment l'hélium-3, qui servirait d'élément pour activer la fusion nucléaire, énergie du futur pour l'espèce humaine. Donc, encore là, tout ça est très bien et il faut absolument permettre en fait à ce type de développement-là de progresser, donc d'exposer les ennemis du développement, qui sont en fait très très liés avec les sympathisants du terrorisme islamiste au niveau international. Donc, l'Arabie Saoudite, l'Angleterre, Wall Street, la City de Londres et évidemment Obama qui se trouve là. Parce qu'évidemment, la bataille, il ne s'agit pas simplement d'exposer les problèmes. Donc l'idée d'avoir la paix, l'idée de construire la paix, ce n'est pas simplement une négation de la guerre et des conflits. Il ne s'agit pas ici d'être simplement contre la guerre, mais il faut plutôt affirmer une vision pour l'avenir, une vision pacifique pour les nations du monde entier. Et c'est là où le projet de la nouvelle route de la soie est exactement ce qu'il faut pour résoudre ces problèmes-là. Donc si on regarde la présentation de M. Ascari à Francfort, donc M. Ascari a débuté en fait en se remémorant les événements qui ont lieu en 1993, au moment des accords d'Oslo. Donc on avait une paix de signée entre Israël et la Palestine, avec l'aide de Bill Clinton à ce moment-là. Et ce que M. Larouche avait dit à ce moment-là, c'était que si on voulait vraiment que la paix fonctionne dans cette région, il fallait absolument un programme de développement économique rapide, sinon la paix échouerait. Et malheureusement, M. Larouche a eu raison. Et c'est à ce moment-là que M. Ascari a rencontré notre organisation. Il a pu voir ce que M. Larouche avait à dire là-dessus. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de développement économique pour le Proche-Orient, en fait, c'est en fait une des principales causes de la déstabilisation dans cette région-là, la déstabilisation qui est là depuis très longtemps. Et là, avec le projet de la route de la soie, on peut renverser cette situation-là. Donc, M. Hussein a rappelé son voyage au Caire, en Égypte, où il a rencontré là, les différents diplomates. L'Égypte, il faut le dire, l'Égypte planifie en fait un programme de 100 milliards de dollars sur 14 ans afin de connecter l'Afrique à travers l'Égypte au reste de l'Eurasie. Donc un projet très imposant. Évidemment, l'Égypte, qui est un pays qu'on pourrait dire un peu plus stable que d'autres endroits, avec un peu plus de développement économique, mais c'est véritablement le pont entre l'Afrique et l'Eurasie. Et en fait, l'Égypte, qui est un pays où 95% de la population vivent sur environ 10% du territoire. Donc, il y a un énorme potentiel agricole, industriel en Égypte. On peut vraiment doubler, tripler la population et avoir une véritable économie scientifique à portée de la main. M. Hussein Ascari qui a aussi rappelé qu'en 2002, M. Larouche avait fait un voyage à Abu Dhabi où il avait rencontré plusieurs ministres du pétrole, évidemment, là, toute la famille, pas la famille, mais les groupes économiques, les ingénieurs qui sont impliqués dans le domaine du pétrole. Mais M. Larouche, à l'époque, avait dit que le futur de cette région-là, en fait, ne dépendait pas de l'exportation des matières premières, mais qu'en fait, il fallait développer une véritable industrie, une industrie de raffinement du pétrole, mais plus que ça, une économie en fait basée sur une orientation future. Donc là, on parle de l'énergie nucléaire, par exemple. Donc, assez polémique pour les gens de l'époque, une époque où la richesse dans une région, surtout où la richesse est due au pétrole. De parler de nucléaire, ça peut sembler bizarre, mais Larouche pense à l'avenir. Et l'avenir, autant des nations du Proche-Orient qu'ailleurs, c'est évidemment à travers le programme spatial et le développement de l'énergie nucléaire. Heureusement, quand on va dans ces régions-là, ben on parle aussi de... en fait, on parle de cultures qui sont très anciennes. Donc le Proche-Orient en soi est actif depuis déjà plusieurs milliers d'années. Donc on a une fondation historique, souvent aussi reliée à l'histoire de la route de la soie.
Donc ce qu'on pourrait dire, il est un peu plus simple ou plus facile pour les gens là-bas de conceptualiser une politique générale pour le développement de l'Eurasie, parce qu'en fait, il y en a été question dans leur histoire, et c'est souvent cette idée de développement de l'Eurasie qui affecte l'histoire, en fait, et qui donne un aspect positif à la culture des peuples aujourd'hui. Évidemment, quand on parle de l'économie, quand on parle de cette route de la soie, il faut voir qu'il ne s'agit pas ici simplement d'un projet pour remplacer, par exemple, le transport maritime. Parce qu'en Égypte, la question était survenue parce que en Égypte, on a le canal de Suez, qui est un transport très important maritime, où il y a en fait des millions de tonnes de produits par année qui circulent par là. Mais le projet de la route de la soie ne vise pas à remplacer, mais vise plutôt à étendre tout le projet, toute l'infrastructure du transport en créant en fait des corridors de développement, ce qu'on ne peut pas faire sur l'eau. Évidemment, l'eau va d'un point à un autre, et dans le milieu, mais il n'y a que de l'eau. Donc, on ne laisse pas de nouvelles richesses. Donc, le principe du corridor de développement est très important pour voir, en fait, le rôle que joue le transport ferroviaire. Et en fait, cette création d'une création économique nouvelle et qui amène en fait une nouvelle demande. En fait, donc on accélère la demande, on accélère l'activité humaine, économique et scientifique, culturelle, etc. Donc en fait, le transport augmente, en fait l'activité humaine augmente en général et ça d'une manière en fait exponentielle, pas simplement arithmétique ou géométrique, mais vraiment un accroissement énorme de l'activité humaine. Et en fait, quand on parle d'activité humaine, on parle d'activité de l'esprit. Donc, il ne s'agit pas juste de sortir d'aller extirper les ressources naturelles, mais il s'agit en fait de développer la seule véritable ressource naturelle qui est l'esprit humain. Donc, les universités, les centres de recherche, c'est aussi, en fait, c'est maintenant la grande partie de notre économie. C'est cette recherche de connaissances, cette recherche de découverte scientifique. Donc, quand on regarde la situation pour les États-Unis, par exemple, bien, Mme Larouche, qui revient depuis justement de plusieurs voyages qu'elle a fait, en fait, elle voit, elle, un très grand potentiel dans la région de New York, c'est-à-dire où notre organisation est très active dans le but d'organiser la population, d'amener aussi une nouvelle culture à travers la culture classique, donc la musique classique. Et prochainement, donc dans 2 semaines, le 7 avril, où il y aura une conférence de l'Institut Schiller à Manhattan. Donc une conférence qui va être en fait le point de lance d'une campagne pour amener les États-Unis avec les nations du BRICS, donc de connecter les États-Unis à la nouvelle route de la soie et de discuter justement de cette question de culture, de dialogue de culture. Et je pense que c'est là, en fait, les meilleures nouvelles aux États-Unis. Il y a assez de problèmes là-bas en termes économiques, mais on sait que le potentiel est immense et qu'en fait, le travail mené par Larouche, avec aussi des gens comme John Kerry, qui travaillent là, pour stabiliser la situation avec la Russie, entre la Russie et les États-Unis, de très grandes choses peuvent arriver. Il faut toujours avoir en tête, par exemple, que Obama doit partir le plus vite possible et que ce serait la meilleure chose qui puisse arriver. Donc là, on ne parle pas évidemment de s'en débarrasser durant les élections. On parle de s'en débarrasser maintenant pour changer la donne et permettre en fait un changement de politique total, pas simplement un changement de personne. Il ne s'agit pas ici de remplacer une personne, il s'agit de se débarrasser d'un système en fait de type impérial. Donc plus tôt cette semaine, le secrétaire d'État John Kerry était à Moscou pour une série de rencontres, incluant une rencontre avec le président russe Poutine, et aussi pour poursuivre le dialogue et la discussion avec son homologue russe, M. Sergei Lavrov. Donc évidemment, les discussions se centraient autour d'une coopération Amérique-Russie dans le but de résoudre les conflits en Syrie. M. Kerry et M. Lavrov ont mis l'accent sur en fait les succès
connus en série et que ces succès-là sont dus à une collaboration entre les États-Unis et la Russie. Et ils ont aussi exprimé l'espoir que cette coopération-là puisse continuer et s'étendre au-delà de la Syrie et en fait d'adresser des défis urgents et en fait adresser les différents conflits du Proche-Orient, comme par exemple les atrocités qui sont menées au Yémen actuellement. Donc après la conclusion de plusieurs heures de rencontres, M. Kerry a donné une conférence de presse avec M. Lavrov et il a donné une déclaration en fait qui est d'une importance capitale et qui va en fait au-delà de la simple coopération entre nations pour résoudre les conflits et les dangers. Donc sa déclaration va comme suit. Donc je vais paraphraser en français, la déclaration est évidemment en anglais. Donc M. Kerry dit: laissez-moi simplement dire qu'aujourd'hui, j'ai eu le privilège de rencontrer Scott Kelly, l'astronaute américain qui a passé 340 jours dans l'espace avec son homologue Mikhail Koryenko. J'ai eu la chance de parler à ces deux personnes du temps qu'ils ont passé ensemble dans l'espace et comment ils ont coopéré et travaillé ensemble. Donc deux astronautes, un américain et un russe, qui travaillent ensemble pour étudier les effets du voyage spatial à long terme sur le corps humain. Et alors que je les écoutais tous les deux parler du temps qu'ils ont passé ensemble, il est devenu évident pour moi que la collaboration ne s'applique pas simplement pour deux astronautes, mais qu'elle s'applique aussi pour deux nations qui veulent travailler ensemble. Donc que ce soit sur la Station spatiale internationale ou dans la diplomatie internationale. Donc une réalisation, M. Kerry réalise l'importance de cette collaboration-là avec justement l'exemple du programme spatial qui est un projet auquel toutes les nations du monde devraient travailler. Donc dans ce contexte, évidemment, on regarde la Chine et leur programme lunaire dont on discute depuis très longtemps là, avec le mouvement Larouche. On regarde leurs accomplissements dans le passé récent, notamment l'alunissage de 2013 sur la surface de la Lune avec un robot mobile qui était en fait le premier alunissement depuis 40 ans. Ça faisait 40 ans qu'on n'était pas allé sur la Lune, donc un événement très important. Et maintenant, on regarde pour le futur. Donc, en 2017, les Chinois veulent ramener un échantillon de terre en provenance de la Lune. Et en 2018, on parle d'allunir sur la face cachée de la Lune. Donc, des projets, évidemment, qui vont représenter une véritable valeur dans l'économie mondiale. Et ce, pour tous. Donc, des projets très importants. Parce que quand on regarde les États-Unis, malheureusement, leur situation est telle que, en fait, la croissance économique américaine s'est arrêtée, non pas simplement récemment, mais en fait depuis les années 60 et 70. Et ça, c'est un point que M. Lyndon LaRouche fait depuis très longtemps et très souvent, pour que les gens puissent comprendre, en fait, le rôle de l'économie physique pour le développement de l'espèce humaine. Et c'est ça qui s'est arrêté après la mort de John F. Kennedy et quelques années suivant cela, avec toute la culture rock, drogue, sexe injectée aux États-Unis. Donc, plusieurs personnes peut-être seront en désaccord avec l'opinion de LaRouche sur cet arrêt du développement économique. Mais si on fait simplement regarder en fait la productivité des États-Unis comparativement aux années 30-40, et qu'on regarde justement ce qui s'est fait après la mort de John F. Kennedy, on se rend compte très rapidement que, en fait, après l'alunissage des États-Unis sur la Lune, l'alunissage de 1969, mais que l'économie a été mise à la poubelle très rapidement et on s'est tourné en fait vers une économie basée sur la finance et l'argent et non pas sur la production. Donc, et c'est ça, et c'est qu'on a en fait c'est pas simplement qu'on a fait des erreurs, que la population fait des erreurs, mais c'est qu'il y a eu en fait une réduction délibérée de cette production économique. Et en fait, il faut changer nos conditions, il faut se libérer des limites qui nous ont été imposées par la finance, par l'impérialisme, etc. Des limites, par exemple, quand on regarde aujourd'hui,
dès qu'on parle de développement économique, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. On nous dit qu'il faut payer les dettes, il faut sauver les banques. Cependant, pour sauver les banques, il faut mettre les gens à la rue. Mais on nous dit l'économie, c'est la finance. Donc, regardons plutôt un véritable exemple de développement économique. Et encore là, on revient à la Chine. La Chine qui a réussi à soulever hors de la pauvreté des centaines de millions de personnes, comme on disait plus tôt. Et ça ne s'arrête pas. Donc, on continue dans cette même direction-là. Quant à la Chine, on est dans une situation similaire où il y a évidemment aussi beaucoup de pauvreté, mais on veut résoudre ce problème-là et ce rapidement. Donc, et quand on regarde aussi plus précisément, quand on regarde qu'est-ce qui stimule une économie réellement, qu'est-ce qui stimule une économie pour qu'elle dure, en fait, pour qu'il y ait une croissance économique sur plusieurs décennies, même sur plusieurs siècles, on voit qu'il faut libérer la créativité humaine. Et que cette libération de la créativité humaine va permettre la découverte de nouveaux principes physiques. Notamment quand on pense à la puissance produite par le moteur à vapeur. Et qu'on parle aussi avec l'utilisation du charbon qui nous ont permis d'utiliser le chemin de fer. Donc on pourrait pas avoir de train là, avec des moulins à vent ou des choses comme ça. Donc le développement de cette technologie-là a permis des changements en fait incroyables pour l'économie. Et c'était en fait une nouvelle technologie qui n'était pas accessible avec le système de l'économie précédente. Donc, une technologie qui a complètement transformé l'économie. Et ça a pris un certain temps afin d'implémenter cette technologie-là. Mais les résultats économiques parlent d'eux-mêmes. Et vraiment, c'était une situation qui était en fait incomparable à ce qui se produisait avant. Donc, l'exemple du chemin de fer est un exemple parmi d'autres. On peut parler aussi, en fait, que le rôle des technologies, c'est pas simplement de nous aider à faire ce qu'on fait déjà. En fait, les nouvelles technologies, que ce soit de transport, etc., nous permettent de faire quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et le chemin de fer est un bon exemple parce que là, on parle de corridors de développement. Contrairement au bateau, comme on disait au début, d'aller du point A au point B en chemin de fer peut nous permettre en fait de créer de la richesse tout le long de cette route entre A et B. Donc de créer de nouvelles villes et de créer de nouvelles opportunités pour faire de nouvelles découvertes. Donc beaucoup de développements ont eu lieu dans l'histoire de l'espèce humaine, surtout au 19e siècle, dans le domaine de la chimie par exemple. Et c'est ça en fait qui nous permet de repousser les limites économiques. Donc on parle évidemment d'une croissance économique qui est non simplement possible, mais qui est nécessaire. Donc une constante croissance économique doit être en fait ce vers quoi l'espèce humaine tend si elle veut poursuivre son développement sur les prochains siècles. Donc quand on parle de la pauvreté par exemple, bien la pauvreté, on pourrait en fait s'en débarrasser avec les technologies existantes. Donc on a assez de technologie, on a assez de pouvoir pour être capable, avec une simple volonté, d'arrêter la pauvreté mondiale. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut en fait déplacer l'économie, il faut l'amener à un niveau supérieur qui va nous demander en fait, qui demande à l'esprit humain de créer quelque chose de nouveau. Et je pense que la meilleure chose dont on peut parler maintenant en termes de choses nouvelles, c'est évidemment la fusion nucléaire. Un sujet mis de l'avant par le mouvement Larouche depuis environ une cinquantaine d'années. Le mouvement Larouche qui déjà dans les années 70 avait développé la fondation pour l'énergie de fusion. Et c'est malheureusement un projet qui a été tué dans l'œuf. Et c'est les Chinois qui vont raviver ce projet-là dans les dernières années. Il y a un peu de travail qui se fait aussi en Europe, aux États-Unis, mais c'est très lent vu le manque d'argent et le manque de sérieux de la part des gouvernements relativement à cette science-là, à ce domaine de la science. Donc l'introduction de la fusion serait vraiment une percée scientifique qui transformerait l'espèce humaine de fond en comble. Mais si on veut cette fusion-là, une des premières choses à faire, c'est d'aller sur la Lune et de développer
industriellement la Lune. Parce que là, on peut se permettre justement d'aller chercher l'hélium-3 pour avoir une véritable fusion constante et permettant d'avoir de l'énergie pour toute l'espèce humaine pour en fait des siècles et des millénaires à venir. Donc la Chine qui va aller sur la Lune, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est pas que la Chine essaie de copier les États-Unis, loin de là. C'est que la Chine va au-delà de ce qui a déjà été fait, comme pour aller par exemple sur la face cachée de la Lune. Donc il ne s'agit pas ici simplement de rattraper une autre nation ou de refaire les étapes qui ont été faites dans le passé. Il s'agit, comme on dit en anglais, de leapfrogging. Donc en fait, on surpasse les technologies existantes, on surpasse les projets existants avec quelque chose de nouveau, plutôt que de simplement aller de manière linéaire et de refaire ce qui a déjà été fait. Et ça démontre en fait qu'un pays se dévoue au futur de sa population, qu'elle a en fait un dévouement pour en fait créer un rôle universel pour la société, qui va en fait organiser la société dans son ensemble et qui va permettre de réaliser des projets très importants qui auront une importance historique pour l'espèce humaine. Donc, chaque nation doit en fait avoir un dévouement social visant le développement d'un avenir pour tous et permettre aux citoyens, à la société, de jouer un rôle actif et jouer un rôle aussi intellectuel afin de créer cet avenir-là. Donc, il ne s'agit pas ici simplement de retirer certaines mauvaises choses, de retirer une mauvaise personne de la Maison-Blanche, par exemple. Nous devons avoir une idée affirmative de ce que nous voulons accomplir et ce que nous voulons devenir en tant que nation, en tant que société, en fait une société dans un monde incluant plusieurs autres sociétés. Donc en fait la conférence du 7 avril organisée à Manhattan risque de justement changer la façon dont on pense l'économie et permettre aux États-Unis de finalement se joindre au projet de la nouvelle route de la soie et ainsi non seulement donner un avenir aux Américains, mais donner un avenir pour la population internationale. Sur ce, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada qui vous dit à la semaine prochaine. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Voici la présentation pour la semaine du 28 mars 2016. Donc commençons maintenant. Nous allons toucher certains sujets, notamment les attentats terroristes en Belgique. Nous allons lire une déclaration du mouvement Agora Erasmus, un mouvement, en fait, l'extension belge du mouvement de Lyndon LaRouche. Et par la suite, nous allons discuter justement de cette question de quoi faire pour se sortir de la crise économique le plus vite possible. Donc, le texte que je vais vous lire a été publié récemment sur le site de Agora Erasmus, mouvement belge, mouvement associé avec M. Lyndon LaRouche. Il ne s'agit pas ici simplement de condamner les acteurs de cette attaque sordide, mais c'est aussi en fait de déclarer qu'il faut renouveler avec un certain sens d'urgence face à la nécessité de travailler avec tous les pays possibles, que ce soit la Russie ou les États-Unis, afin de détruire le terrorisme en soi, le terrorisme comme État islamique, et de détruire en fait les causes du terrorisme une fois pour toutes. Donc le titre de la lettre est être ferme et cohérent contre les terroristes et leurs sponsors. Donc une déclaration qui date du 27 mars, qui date du 22 mars 2016. Donc une déclaration qui va comme suit. Aujourd'hui, Bruxelles pleure. En cette journée tragique, nos pensées et notre solidarité vont bien entendu aux victimes, leurs familles et leurs proches. Turquie, un pays membre de l'OTAN, dont le siège est chez nous, avec Daesh.
Alors qu'Erdogan et sa famille lui achètent son pétrole et lui fournissent armes et équipements, l'Union européenne se soumet au désir de la Turquie en échangeant ses réfugiés et en lui offrant des milliards d'euros. Enfin, il y a le financement du terrorisme, qui serait impossible sans les facilités bancaires des paradis fiscaux offertes par la City de Londres et de Wall Street, comme cela a déjà été constaté par un rapport parlementaire américain dans le cas de la banque britannique HSBC. Chez nous, une commission d'enquête sur les sources de financement du terrorisme, si elle faisait réellement son travail, arriverait rapidement à la conclusion qu'une mise en faillite ordonnée par l'adoption d'une loi de séparation bancaire sur le modèle du Glass-Steagall Act américain serait une excellente. Nous apportons tout notre soutien aux secouristes, aux forces de l'ordre, aux services de sécurité, aux autorités gouvernementales et à tous les simples citoyens qui ont fait preuve de sang-froid et de solidarité dans cette horrible épreuve. Cependant, nous appelons le gouvernement belge à tirer toutes les leçons de ces attentats en s'attaquant fermement aux sponsors et aux réseaux qui parrainent cette barbarie. Il y a d'abord le rôle, depuis des décennies, de l'Arabie saoudite et du Qatar dans la diffusion des idéologies wahhabites et salafistes et le financement en sous-main d'organisations terroristes qui sont bien connues, mais sur lesquelles le gouvernement belge, aux côtés du vrai gouvernement américain, britannique et français, continue de fermer les yeux et parfois, il est vrai, leur offre même des distinctions honorifiques. Puis, il y a la complicité de la tuante arme dans la guerre au terrorisme. Au-delà de ces trois mesures concrètes, c'est d'orientation générale dont nous devons changer. Car les monstres qui nous frappent aujourd'hui sont les mêmes que les dirigeants occidentaux ont promus hier dans un jeu de domination géopolitique contre la Russie et la Chine. Car c'est bien les guerres de l'OTAN qui ont créé non seulement le terreau sur lequel a poussé les fleurs du mal terroriste, mais aussi le chaos migratoire actuel. Ainsi, ce à quoi nous avons participé hier, volontairement ou par notre soumission, nous revient aujourd'hui comme un boomerang en pleine figure. Au lieu de chercher l'affrontement, les pays membres de l'OTAN et la Belgique ont désormais tout à gagner d'une détente, d'une entente et d'une coopération avec la Russie de Poutine, jusqu'ici le seul homme d'État obéissant des principes